Radio 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio avec nos trois vraies voix du jour. Marion Parizet, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République. Et David Corcero, conseiller municipal et communautaire Modem dans le Val d'Oise, ancien député au passage. Tout de suite, ça a été l'un des débats de l'été, ça continue sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. L'imam Iqiyoussen, dont le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait demandé l'expulsion. Cette expulsion avait été refusée par le tribunal administratif saisi par l'imam. Le ministère de l'Intérieur s'était tourné vers le Conseil d'État en référé. Le Conseil d'État a tenu audience aujourd'hui et rendra sa décision en début de semaine prochaine. Faut-il expulser l'imam Iqiyoussen accusé de porter atteinte aux valeurs de la République? Ça, c'est ce qu'explique le ministre de l'Intérieur, notamment en revenant sur des propos passés particulièrement choquants, d'ailleurs tenus par cet imam. On en parle avec notre invitée Florence Bergeau-Blaclair. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes anthropologue au CNRS, co-auteur de cet ouvrage « Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture ». C'est publié aux éditions La Boîte de Pandore. Il a pris un risque politique, Gérald Darmanin, et un risque juridique, puisque sa demande d'expulsion avait été rejetée par le tribunal administratif. Que se passera-t-il si lundi ou mardi, le Conseil d'État donne tort au ministre? Florence Bergeau-Blaclair. Alors évidemment, ce sera un camouflet et ce sera certainement très désagréable pour le gouvernement. En même temps, peut-être que le dossier n'était pas impeccable, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être fallu travailler un petit peu mieux sur ce prédicateur qui est effectivement connu depuis au moins 30 ans des services de police ou de renseignement. Effectivement, c'est un prédicateur du nord de la France. D'ailleurs, un certain nombre d'articles sont parus aujourd'hui, l'un chez Mediapart, expliquant qu'en 2014, le ministre de l'Intérieur, le futur ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aurait dîné avec cet imam, justement pour s'accorder, en tout cas pour faire connaissance en 2014 à l'approche des municipales dans la ville. Quoi qu'il en soit, ce qui est reproché à cet imam, ce sont les propos qu'il a tenus, qui sont nombreux, dont certains sont extrêmement choquants quand il parle des femmes, quand il parle des juifs. Et en même temps, cet imam semble cultiver l'ambiguïté, puisque dans d'autres prêches, on le voit dire qu'il n'est pas possible d'être musulman et antisémite. Donc qui est-il, cet imam Iqiyoussen, Florence Bergeau-Blaclair? Alors d'abord, il faut peut-être préciser que l'imam, ça veut dire le guide de prière. Or, Hassan Iqiyoussen est un prédicateur prosélyte qui est membre de la confrérie des frères musulmans, dont l'objectif est l'instauration du califat, c'est-à-dire en termes plus modernes, la société islamique. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut vraiment bien comprendre le profil de ce personnage qui a été donc l'ancêtre de ces dizaines de cyberprédicateurs francophones qu'on voit aujourd'hui, qui sont très populaires sur les réseaux sociaux. Absolument. Il a été le premier d'une génération formée par la confrérie qui est née en France et qui s'est positionné sur le créneau des banlieues. Donc c'est un personnage symboliquement qui est quand même très important. D'un autre côté, depuis les années 1990, lui, sa famille, ses proches de la confrérie ont noué dans le nord de la France bon nombre de contacts politiques qui ont permis à la confrérie et ses adeptes de faire ce qu'ils font le mieux finalement, c'est-à-dire du noyautage, de l'entrisme dans tous les secteurs de la société, économique, associatif ou politique. Donc c'est ça qui est un peu difficile aujourd'hui pour le gouvernement, parce que la spécialité du frérisme, on le sait, c'est le double discours, le fait de dire une chose à un auditoire et le contraire à un autre. De tenir des propos antisémites comme ça a été le cas, et en même temps plus tard de dire que c'est pas ce qu'il voulait dire, ou que, etc. Donc cet art de la dialectique permet aujourd'hui au camp Iqiyoussen de sortir des dossiers contre les politiques qui lui ont serré la main, ou ceux avec qui il a dîné, comme Gérald Darmanin. Quand on est face à un homme qui dit ou qui a dit par le passé, c'est arrivé aussi à des politiques sur des sujets moins graves, tout est son contraire, qui a tenu des propos clairement et ouvertement et pénalement qualifiables, qu'on pouvait qualifier d'antisémites, qui ensuite explique avec le même aplomb qu'on ne peut pas être musulman et antisémite en même temps, que ce n'est pas possible. À quel moment il ment et à quel moment il est sincère? Ou alors est-ce qu'il a changé d'avis entre les deux? C'est la vraie question, Florence Bergeau-Blaclair.
Oui, mais ça fait partie de leur stratégie, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent, eux, c'est instaurer donc la société islamique, et à partir de là, tous les moyens sont bons. Peu importe ce qu'on a dit, on tient un discours à ses ouailles et on tient un autre discours aux politiques. Et effectivement, ce double discours rend très très difficile l'intervention de l'État contre ces prédicateurs. Si vous voulez, l'État a la possibilité, par exemple, de former des imams, d'essayer de compléter leur formation pour réduire les possibilités de diffusion d'une idéologie islamiste. Mais quand il est face à des prédicateurs qui sont comme des anguilles et qui ont une très grande popularité, c'est très difficile pour lui. Donc, il va chercher à les neutraliser en les arrêtant pour des délits d'expression, de haine, de violence, comme c'est le cas ici. Mais évidemment, l'État va être mis en difficulté par la justice qui va juger les faits et non pas l'idéologie qui est derrière, qui est visée. Et d'autre part, par le maillage relationnel du frérisme avec les politiques, les associations, les entreprises, qui est un maillage très serré. Et donc, ces élites, ces décideurs locaux ferment les yeux, détournent le regard quand il se passe quand ces affaires sortent. Et ça rend la position du ministre de l'Intérieur évidemment très, très difficile. Précaire, en tout cas, en attendant le verdict du Conseil d'État. Faut-il expulser l'imam Iqiyoussen? C'est la question qu'on vous pose. Vous continuez à voter sur Twitter. La parole aussi à nos trois vraies voix. Le dossier n'est peut-être pas assez solide pour que le Conseil d'État suive le ministre. Nicolas Coroto. On verra la semaine prochaine. Il y a eu déjà plusieurs échecs sur ce dossier qui tiennent peut-être à la manière dont il a été préparé et peut-être aussi au dossier en lui-même, comme le disait votre invité. Ça prouve quand même que on doit se poser la question de savoir si la réponse judiciaire, administrative en l'occurrence ici, est la seule ou la bonne. C'était un peu le pari de Darmanin, c'est-à-dire je tape un grand coup, je fais jouer le droit jusqu'au tribunal et finalement on se retrouve en opposition avec quoi? Avec nos propres règles. Sur l'imam Iqiyoussen, il faut peut-être préciser que ça fait 40 ans qu'il est en France. Et que donc il est né en France. Il bénéficie d'une forme de protection qui est donnée par la loi aux personnes qui résident en France depuis plus de 20 ans et qui ne peuvent être expulsées que sur des motifs extrêmement contraints et très très surveillés par le Conseil d'État. Ce qu'on peut comprendre par ailleurs. Je parle plus du personnage et de son idéologie, mais on comprend bien que le droit... Parler de l'état de droit qui s'applique à tous. On comprend bien que le droit, il fait une différence entre quelqu'un qui est là depuis plus de 20 ans et qui a grandi sur ce territoire, qui a peut-être bâti une famille, qui a bâti quelque chose, et quelqu'un qui vient d'arriver, qui respecterait plus les lois de la République. Sauf que d'ailleurs, attendez qu'on peut y revenir aussi. Le tribunal administratif qui avait refusé l'expulsion de l'imam Iqiyoussen avait expliqué que cette expulsion portait, je cite, une atteinte disproportionnée à la vie privée de cet homme. C'est la question. On a retenu surtout l'argument de la vie privée. On n'a pas suffisamment parlé de la question de la proportionnalité. C'est ce que recherche le juge administratif. En quoi est-ce que la sanction d'expulsion, qui est une sanction extrêmement sévère et extrêmement parfois vitale, est proportionnelle à l'atteinte aux intérêts nationaux ou à l'incitation à la haine qui a pu être proférée par ce personnage sur le territoire. Mais je veux juste dire ce sujet-là, c'est que il y a une question politique derrière tout ça, au-delà de l'affaire, qui est comment est-ce qu'on combat l'islamisme politique en France? Et je pense qu'il faut qu'on arrête de combattre l'islamisme politique en faisant une fois un coup dans les tribunaux, une fois en mettant un peu d'argent ici, une fois en mettant un peu de policiers ici, et qu'il faudra à un moment avoir une politique globale et coordonnée. Par exemple, sur ces imams-là, on sait qu'il y a des histoires de financement, on sait qu'il y a des histoires de fiscalité, on sait que parfois il y a de la fraude fiscale dans un certain nombre de ces associations qui sont mises sur le devant de la scène. Eh bien, on a des services d'État qui sont en capacité aussi d'aller chercher par d'autres moyens la responsabilité de ces acteurs qui manifestement ne sont pas des républicains ou posent un problème démocratique. Donc voilà, je pense que c'est la difficulté de la réponse coordonnée qui est posée. C'est difficile en tout cas de lutter contre l'islam politique aussi, c'est ce qu'on retient de votre constat. On va redonner la parole. Et en restant une démocratie, si on arrête d'être une démocratie, ils ont gagné. Mais on redonnera la parole dans un instant à notre invité Florence Bergeaud-Blaclair. Vous acquiescez, Marion Parizet?
Oui, c'est vraiment le combat du siècle, du siècle, en tout cas du début du 21e siècle, ce combat contre le totalitarisme islamiste. Et ça engage, c'est là où je vous rejoins totalement, des politiques qui sont sur différents plans. Il y a la politique extérieure, il y a la question du contrôle des frontières, il y a la question de l'action extérieure, de la diplomatie aussi, avec les partenaires des pays d'où sont originaires en partie ces imams. Et puis, c'est vrai que je pense que Darmanin essaye de faire de ce cas, en tout cas, un exemple aussi pour montrer potentiellement les défauts de notre système actuel, pour pouvoir le faire évoluer et pour pouvoir avoir l'opinion publique avec lui pour le faire évoluer. Mais imaginons d'ailleurs que ça serve d'exemple pour ensuite faire changer la loi, par exemple. Imaginons que ce soit la stratégie du ministre, à supposer que ce soit le cas. En attendant, si le Conseil d'État donne raison à l'imam dans 2 jours, il rentre chez lui en héros. Ah oui, à court terme, c'est extrêmement dangereux d'en faire un martyr. David Corséro. Mais vous avez soulevé la question, quelle que soit la décision qui va être rendue, on ne peut pas faire changer la loi pour un homme. Ça, c'est très clairement, et c'est souvent dit et souvent exposé dans les discussions politiques dans l'hémicycle. C'est la loi, elle est faite pour entrer dans le commun de tous, pas pour un individu en particulier. Mais est-ce pas un phénomène plus large en fait? C'est surtout ça. Là, on a un exemple. L'imam Iqiyoussen est-il seul ou pas? D'ailleurs, c'est justement Florence Bergeaud-Blaclair nous dit le contraire. Mais en revanche, on retient justement la difficulté de combattre avec les armes d'une démocratie contre ce genre d'idéologie. Florence Bergeaud-Blaclair. Oui, mais parce que justement, je crois que ça a été assez bien dit, c'est pas contre une idéologie qu'on est en train de combattre en ce moment, c'est contre un homme. Et le problème, c'est que le frérisme, ce qui est une forme particulière d'islamisme, je développe ça dans mon prochain livre qui va sortir bientôt aux éditions Odile Jacob, Le frérisme en Europe. Le frérisme se déploie sur le victimisme. C'est-à-dire que c'est autour de l'islamophobie ou de la lutte contre l'islamophobie que cette idéologie avance. Alors le fait de cibler un individu est extraordinairement maladroit, évidemment, puisque il devient une espèce de héros ou d'anti-héros. Donc je pense qu'il faut plutôt s'attaquer aux structures du frérisme, comprendre déjà son histoire sur 3 générations, son fonctionnement, ses appuis, ses alliés, le fait aussi que la plupart qu'une grande partie des musulmans aujourd'hui est fortement influencée par cette idéologie. C'est la raison pour laquelle on a des scores très importants de personnes qui disent avoir préféré, disons, l'islam à la République. Donc, si vous voulez, je pense qu'il est assez maladroit de cibler un individu, alors que le frérisme, c'est une vision, c'est un plan, c'est une identité, et c'est ça qu'il faut peut-être mieux comprendre. Nicolas Corato. Oui, mais vous aviez raison sur deux points. D'abord, on n'est pas dans une bataille judiciaire contre un homme, on est dans une bataille culturelle et idéologique. Enfin, on est dans un moment gramscien, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut se battre aussi avec les outils de ces réseaux. Je pense notamment à la présence des forces de la société civile sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il faut être là où ils sont, et on n'est pas là où ils sont. Aujourd'hui, on réagit avec des outils et des supports qui sont ceux d'un autre temps, alors qu'ils avancent, eux, sur d'autres secteurs. Et puis la deuxième chose, il faut être très clair aussi, il va falloir que le gouvernement français et l'État français revoient sa doctrine, parce que ce que vous définissez comme un entrisme des frères musulmans dans l'islam de France ne s'est pas fait tout seul. Et il faudra à un moment aussi que la République, qui a un rôle à jouer, qui en joue. On a l'impression que l'État est complètement impuissant et laisse faire. Enfin, je veux dire, il y a des arbitrages politiques et il y a des tensions politiques qui ont lieu dans notre pays sur le sujet de l'organisation de l'islam en France. Et il faudrait là-dessus clarifier la position des pouvoirs publics. Ce serait peut-être le mot de la fin pour vous d'ailleurs, pour notre invitée Florence Bergeaud-Blaclair. Aujourd'hui, plusieurs articles paraissent notamment qui reprochent à Gérald Darmanin, à une époque pas si lointaine, en 2014, d'avoir voulu nouer des liens d'amitié politique, j'entends, avec cet imam Iqiyoussen, d'avoir dîné avec lui notamment à l'approche de municipales du côté de Tourcoing. On a été complice de ces gens-là ?
Oui, bien sûr, on a été complices, on a fermé les yeux, on avait peut-être aussi pas vraiment le choix puisque en cherchant des chefs religieux pour essayer de négocier avec la communauté musulmane, on tombait presque systématiquement sur les frères musulmans. Donc je pense qu'il y a, enfin en tout cas, on peut pas reprocher aujourd'hui à Gérald Darmanin ce qu'il a fait en 2014, puisque justement, il semble qu'il ait un peu changé de braquet. En tout cas, il dit plus la même chose que ce qu'il disait manifestement à ce dîner en 2014. Exactement. Ça, c'est très clair. Par contre, ce que je voudrais ajouter pour finir, c'est que ces groupes dont je parlais de la lutte contre l'islamophobie, contre les discriminations, etc., toute cette mouvance qui nourrit en fait l'idéologie frériste est très lourdement subventionnée par l'Union européenne, par le Conseil de l'Europe. Et je pense que là, c'est là qu'il faut agir et très rapidement. Ça fait 1 an que je le dis. Je suis étonnée qu'il n'y ait toujours pas, avec toutes les preuves qu'on a, d'actions menées dans ce sens. On rappelle d'ailleurs que le Conseil de l'Europe ne recoupe pas les mêmes limites territoriales que l'Union européenne. Il y a par exemple la Turquie qui est membre du Conseil de l'Europe. Ça change beaucoup de choses, notamment du point de vue de cette idéologie-là quand on connaît le parti au pouvoir du côté d'Ankara. Merci à vous, Florence Bergeau-Blaclair, d'être intervenu sur Sud Radio, anthropologue au CNRS, co-auteur de l'ouvrage Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture. C'est publié aux éditions Boîte de Pandore. Vous nous rappelez la référence de votre prochain ouvrage ? Alors, ça sera aux éditions Odile Jacob. Le frérisme en Europe, ça devrait paraître en novembre. Dans pas si longtemps que ça, vous pouvez réserver. Merci à vous. On vous posait la question, faut-il expulser l'imam Iqiyoussen ? Évidemment, verdict assez majoritaire en faveur du oui sur le Twitter de Sud Radio. Vous connaîtrez la réponse du Conseil d'État lundi, mardi ou mercredi prochain, en tout cas en début de semaine. Voilà, restez avec nous parce que vous connaîtrez aussi le verdict des nouvelles vraies voix, celles non pas de l'été mais de la nouvelle saison dans un instant sur Sud Radio. On a une surprise pour vous, 2 personnes qui vous ont sûrement manqué et qui arrivent sur Sud Radio dans un instant. À tout de suite.